Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode, le tout premier de 2025 de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Kim, le premier de cette année 2025, le premier de plusieurs après. On a juste pris une pause d'une semaine. Finalement, une petite pause pour Noël, bien méritée. Je veux souligner avant qu'on... en fait, non, j'ai une question pour vous autres. On vous souhaite quoi pour 2025? Anso, de la santé, j'imagine? Ouais, santé. Je pense santé, bonheur, argent, un peu comme qu'on souhaite à tout le monde. Du succès dans tes études? Ouais, c'est ça. J'étudie. Moi, je suis une éternelle étudiante. Hein. C'est comme ça. La finance, c'est très évolutif. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours être à jour. Non, mais je pense que la santé, honnêtement, c'est la chose la plus importante. Puis je me le souhaite et je le souhaite à tout le monde. Kim, on souhaite quoi pour 2025? Ben, un peu comme Anso, la santé, mais je me souhaite de trouver une garderie pour recommencer à travailler éventuellement. Ah, ben oui, hein? C'est le problème. On a un système plus difficile pour trouver les garderies. Bon, ben... Fait qu'un jour, je vais trouver ma garderie puis je vais recommencer à travailler à temps plein. Ben, on va vous souhaiter tout ça, les filles, pour l'année. Et toi, Pat? Ah, ben moi, je suis assez comblé. Je me souhaite de continuer 2025 de la façon que les dernières années ont été. Donc, je suis très, très, très content d'où je suis en ce moment. Puis content en plus d'être avec vous pour commencer cette belle année. Puis moi, je te souhaite des photos pas trop avec des doigts qui pointent de mais même. ça, je peux pas, Anso. C'est impossible. C'est moins compliqué. Oui. C'est pas tout le temps, là. Non, parce que... Mais c'est sa marque de commerce. Quand je le fais pas, t'as pas idée la quantité de messages que je reçois de gens qui me disent ça va dans tous les sens. Là, ben là, c'est clairement pas Pat qui a pris la photo, il a pas mis son doigt. Je m'en fais plus parler que quand je mets mon doigt. Fait que c'est plus facile de gérer ça comme ça maintenant. Je m'excuse, mais c'est vraiment comme ça. Mais tu vois, le photoshoot, on en a une belle que je n'ai pas encore mis, où on pointe tout, on pointe les trois. Donc ça, va falloir que je la mette en ligne éventuellement. Juste pour finir sur les vœux de Nouvel An, je ne sais pas si vous avez vu, et j'avoue, je ne sais pas c'est quoi votre moment de la semaine. Si c'est ça, arrêtez-moi en plein milieu. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool que la victoire de Montréal et le hockey féminin aient été représentés dans les 3 émissions de fin d'année. Ouais. En 2024. Non, c'était pas notre moment de la semaine, mais j'ai lu ta publication, puis je trouve ça le fun aussi. C'est vrai que en fait, je suis contente que tu l'ailles souligné, mais moi, j'ai vu la première chose au bye-bye. J'ai dit, c'est donc mais hot, tu sais, qui rentre tout dans l'univers du hockey féminin, qu'on fait apprendre à connaître la victoire aux gens. Parce qu'il y en a encore en 2025, ils sont comme, c'est quoi le hockey féminin? C'est quoi la victoire? On a une ligue professionnelle, puis ils sont encore surpris. Donc, je suis très, très, très contente de voir ces choses-là. Un bel avancement. Ben oui, parce que bon, ça a été fait chacune à leur sauce. Tu sais, le bye-bye est un peu plus dans la parodie. Infoman, on a fait défoncer l'année carrément. Le mur avec l'équipe de la victoire. Mais peu importe la façon de c'est fait, ça veut juste dire, j'en ai tiré la même conclusion, ça veut dire que la victoire et le hockey féminin a marqué l'année 2024 au Québec. Et j'étais vraiment content de voir que les 3 émissions en direct du Jour de l'An, Infoman puis le bye-bye aient pris le temps de le mentionner. Aucune mention de sans restriction avantage numérique. Un petit peu décevant. Peut-être c'est ce qu'on souhaite pour 2025. Moi, je souhaite que toi, tu te fasses parodier. Anso, maintenant, t'es plus souvent à TVA Sport. Là. Je sais pas qui pourrait t'imiter. Là. Sarah Jeanne Labrosse pourrait sûrement faire une bonne imitation de toi. Probablement. Qui enverra un message. Ouais, je la connais moyen. On va demander à Kev, on va demander à KR. Revenons à nos moutons et commençons le tout de la bonne façon avec la joueuse de la semaine, Anne-Sophie. Quelle a été la joueuse de la semaine de ton côté? En fait, moi, c'est Claire Thompson.
parce Oui. que, vous savez, c'est ma prédiction dans le début d'année qui va être la meilleure défenseuse. Claire a quand même réussi à récolter 4 points dans un match, 1 but, 3 aides. C'est quand même impressionnant pour un joueur de défense de récolter autant de points. On l'a vu en début d'année avec Carpenter. Je crois qu'il avait récolté quand même 4 points. Mais pour une jeune fille qui a réussi à faire cet exploit-là, moi, je trouve que c'est quand même impressionnant. Et non seulement ça, ben, c'est qu'elle devient la meilleure défenseuse au titre des points. Puis, elle est quand même dans les tops au niveau des marqueuses, des pointeuses au total. Elle est première en ce moment, Anso, là. Depuis notre dernier podcast, là, Montréal a flirté avec la première position, puis Claire Thompson est devenue la meilleure pointeuse de la Ligue avec 10 points en 7 matchs. C'est complètement fou. Exact. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Est-ce qu'elle va rester première pointeuse? Probablement pas. Là. Est-ce qu'elle va à chaque fois faire autant de points? Mais je trouvais que c'était un moment qu'on devait souligner. Pour moi, Claire Thompson était ma joueuse de la semaine. Ben, c'est un excellent choix parce qu'effectivement, elle est sur une série en ce moment de 5 matchs consécutifs avec au moins 1 point. Elle a clairement contribué au fait que Minnesota est en première position du classement de la LPHF en ce moment. Puis comme tu l'as dit, là, je regarde ici, là, elle est quand même 4 points en avant de la deuxième meilleure défenseuse. En termes de points, là, c'est quand même, avec juste 6 ou 7 matchs de jouer, c'est quand même une très, très bonne différence. Puis, on ne prendra pas le temps de comparer ça avec la meilleure défenseuse du côté de la victoire. Ça ne se donne pas au niveau des points. Hein. Non, c'est un peu plus difficile. C'est un peu. Bon, ça, j'allais dire, c'est plus difficile. Là. C'est quelque chose. Tu regardes Thompson qui est quand même. On regarde l'avantage numérique de Minnesota qui performe quand même bien versus l'avantage numérique de Montréal qui a un peu plus de difficultés. C'est sûr que oui, elle a récolté, tu sais, Claire est quand même le corps arrière de l'avantage numérique. Il y a beaucoup de points qu'elle a récoltés sur cet avantage-là, mais... 3 points. 3 points, 30% de ses points. Exact. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Kim, toi, ta joueuse de la semaine? Moi, ma chose de la semaine, c'est Anne-Renée Desbiens. Je trouve qu'elle a un bon début de saison. Présentement, elle a 3 victoires, 1 défaite. Son taux d'efficacité est à 91,8%. Ce n'est pas la première présentement, c'est MASH qui est la première, si je ne me trompe pas, là, pour le ranking des gardiennes. Mais je trouve qu'Anne-Renée, elle a vraiment un bon début de saison. Ça apparaît lors des matchs de Montréal. Je trouve qu'elle est calme. T'sais, elle a toujours été comme ça. Là. C'est quelqu'un de calme, elle va sortir des gros saves et tout. Mais je la sens que c'est sa saison. Là. Puis c'est pas pour rien que je l'ai mis qu'elle allait gagner la gardienne de l'année. J'ai l'impression que c'est son année, puis ça va super bien. Elle a un bon début de saison. Puis pour moi, c'est ma joueuse de la semaine parce que c'est ça, en gros. mais non, mais t'as raison. Tu sais, veux pas, moi, je la côtoie en allant aux pratiques, dans les conférences de presse d'après-match. C'est elle qui était là le 30 décembre dernier, lors du dernier match à domicile. Puis moi, je la trouve juste plus... Puis là, je veux bien peser mes mots, là. Je la trouve plus souriante, plus décontractée, plus... je sais pas, il y a quelque chose, et je dis pas, évidemment, ça veut pas dire qu'elle était bête avant, là, c'est pas ça que je veux dire, mais... Non, mais ça, elle était plus souriante, ouais, elle riait pas avant, c'est pas ça, mais je la trouve juste plus à l'aise, on dirait. Puis c'est peut-être, je sais pas qu'est-ce qui a influencé l'autre, est-ce que le fait qu'elle soit juste plus à l'aise a influencé son jeu, ou c'est son jeu qui a influencé son attitude de façon générale, mais je trouve je trouve que tout va dans le bon sens pour Anne-Renée, et puis tu as absolument raison, elle connaît des statistiques très, très intéressantes dans ce début de saison. Elle, qui on se rappellera l'année passée, tu sais, Hélène Choulier avait quand même eu de meilleures statistiques qu'elle. Elle était tout de même la gardienne numéro 1, mais Choulet avait eu quand même de très, très bonnes statistiques. Et là, ben, cette année, c'est elle et Mash qui sont assez sur leur X là, à Montréal et à Ottawa. Donc, le duo de gardienne d'équipe Canada là, qui fait très, très bien en ce début de saison. Très bon choix. Mais une des choses qui peut aider, dans le sens où tu dis qu'elle est plus décontractée, elle est plus assurée plus. Là, Montréal est quand même sur une séquence de 4 victoires. Là. Oui. C'est sûr que ça l'aide énormément. Parce que, on dirait que tu enlèves une pression. C'est la première fois que Montréal gagne autant de matchs consécutifs.
Peu importe qui avait été dans les matchs, Chury a aussi aidé son équipe à gagner. Mais déjà là, tu as une équipe devant toi qui est capable de marquer des buts. Puis, de niveau défensif, les gardiens font la job. Fait que c'est sûr qu'à l'extérieur de la glace, quand tu gagnes, je connais pas beaucoup de gens qui aiment perdre. Là. Fait que c'est sûr que ça a un élément C'est un bon point. qui est définitif. C'est un bon point, mais tant mieux. De toutes les façons, on veut leur virer, c'est positif. Donc, on va souhaiter que ça continue dans le même sens. Moi, je vais y aller avec la même équipe. Kim, ma joueuse de la semaine. Claire, en fait, c'est un mélange de vous deux. C'est une Claire, mais qui joue à Montréal. Claire Dalton, qui a connu un match fantastique à la Place Belle. Vous y étiez. On se voit, c'est drôle parce qu'on est toujours au match, puis on se voit juste jamais. Mais, il y avait quand même 10 000 quelques personnes. Là. C'était salle comble. C'était sold out, ouais. C'est la première salle comble de l'année à la Place Belle, puis il fallait s'y attendre. En plein temps des fêtes comme ça, c'était le bon moment pour justement avoir une bonne foule à la Place Belle, puis l'ambiance était fantastique. Victoire de 3-1 de Montréal. Claire Dalton, 1 but, une passe, 2 tirs bloqués, 3 tirs au but, puis une fiche de +2. Ça a été la première étoile du match. Elle a contribué grandement à la performance, ou à la victoire plutôt, de l'équipe. Pour vrai, c'est une joueuse qui est parfois sous-estimée, Claire Dalton, mais on se rappellera, Anso, l'année passée, elle avait été une des 2 seules à marquer 3 buts dans un match avec Pou. Oui, puis elle a aussi été, en fait, l'année passée, là, elle a bougé beaucoup dans l'alignement de la 4e ligne à la première, à la 2e. Tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de jouer un peu à n'importe quel endroit. Puis, tu sais, elle a même eu des séquences sur l'avantage numérique, des séquences sur le désavantage. Mm-hmm. Je pense que cette fille-là, tu sais, mérite de gagner en confiance. L'année passée, tu sais, c'est sûr que tu arrives dans une ligue, tu sors de l'université, tu domines à l'université, tu arrives là, tu es un peu, pas de peur, mais tu sais, t'es nerveuse. Puis la façon qu'elle a joué, puis c'était pas évident hein, parce qu'il y a eu énormément d'avantages numériques pour Montréal. Fait que ça veut dire que Claire n'est pas sur le power play. Ça veut dire qu'elle n'a pas joué beaucoup. Puis juste avant cette séquence-là, je serais curieuse de savoir combien de chiffres qu'elle avait eu. Parce que c'est quelqu'un, honnêtement, qui est arrivé, puis c'était quoi, peut-être son 2e chiffre de la partie quand elle a réussi à marquer son but. Puis, tu sais, elle l'a dit, Corey m'a demandé d'attaquer le filet, d'amener la rondelle au filet, puis c'est exactement ce qu'elle a fait. Puis son but, je me rappelle exactement l'année dernière, quand elle a fait son tour du chapeau, elle a fait exactement la même chose, mais de l'autre côté, quand elle a plongé, puis on a vu... C'est vrai, à Verdun. Ouais, fait que, tu sais, ça est arrivé à droite, puis elle a coupé, elle a lancé du revers, puis là, dans ce match-là, elle est arrivée, puis elle a contourné le gardien. C'était vraiment, vraiment beau, puis je suis très contente pour elle, puis j'espère que ça va lui inspirer confiance à continuer parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, Claire. C'était le but à la Bobby Orr, je me souviens bien, l'an dernier, là, ouais. où elle avait plongé. Tu disais, elle peut jouer un peu n'importe où, c'est ce que Corey Chevary disait en point de presse. Elle disait, elle peut jouer à n'importe quelle... aux 13 positions, dans le fond. À la 13 attaquante, je peux l'utiliser, peu importe la position que j'ai besoin. C'est comme un couteau suisse, Claire Dalton. Elle peut utiliser à toutes les sauces et elle performe quand même comme ça. Donc, une joueuse qui est parfois peut-être méconnue ou sous-estimée, mais qui, à l'occasion comme ça, va rendre de fiers services à son équipe. Moment de la semaine, maintenant. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans la dernière semaine ou même depuis qu'on a arrêté depuis un peu avant les fêtes, lorsqu'on a arrêté? Kim, de ton côté. Moi, mon moment de la semaine, c'est le premier but de mon amie Alexandra Labelle. Elle a marqué son premier but. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Puis c'est drôle, je parlais avec ses parents après le match du 30 là, de la victoire. Tu sais, son père, il dit, elle a marqué, mais plus tôt cette année. Puis je regardais ses statistiques. Puis cette année, tu sais, elle a marqué à son 5e match versus l'an passé. Ça a pris 21 matchs avant qu'elle score son premier but. Fait que, tu sais, c'était le 24 avril l'année passée. Fait que ça a été quand même long. C'est sûr que cette année, je pense qu'elle est beaucoup plus utilisée, elle a beaucoup plus de temps de glace. Fait que si on regarde peut-être les minutes jouées, ça revient peut-être au même, mais je suis vraiment contente pour elle qu'elle a marqué son premier but. Elle a marqué un 2e but aussi, le 30 à Laval. Ça a passé proche, là. Pour vrai, on pensait que
mais je pense qu'elle a juste raté la rondelle. Mais bon, bref, tu sais, je pense qu'elle est partie sur une bonne lancée. Présentement, elle a un but, une passe. C'est ça qu'elle a fini l'année passée avec New York. Là, présentement, on est à 6 matchs de jouer. Donc, j'ai l'impression que on va l'avoir sur le tableau de pointage là, de plus en plus que l'année va avancer. Mais j'étais vraiment fière d'elle, fait que je suis vraiment contente, puis je veux souligner son nom dans notre moment de la semaine. Ben, tu vois, sur les 6 matchs qu'elle a joués jusqu'à présent, 4 de ces 6 matchs-là, elle a joué au-dessus de 15 minutes. Entre 15 et 17 minutes. Donc, elle a du temps de glace, ça paraît, elle joue bien. Tu as tout à fait raison, c'est un excellent choix. Elle lance au filet. Et puis, son but, là, c'était le 28 décembre dernier contre Minnesota. Mais moi, ce que j'aime de Alex, là, avant qu'on oui, vas-y. va sur le prochain sujet, c'est une fille qui est capable d'exceller autant des deux côtés de la glace, autant au niveau défensif que du côté offensif. Quelqu'un qui est très fiable au niveau des mises en jeu. Tu sais, moi, je serais pas surprise de voir Corey de l'envoyer prendre une mise en jeu en territoire défensif parce que tu sais, elle est solide sur son bâton. C'est une fille qui est extrêmement forte. Elle a travaillé vraiment fort cet été pour améliorer autant son conditionnement physique que sa force. Puis, tu sais, je suis vraiment contente pour elle. Elle a pas... Ça a été quand même une année difficile l'année dernière pour elle. Puis, c'est sûr que tu te dis, hey, je suis sur la 4e ligne, je joue pas beaucoup à New York, je suis loin de la maison. C'est pas évident, là, tu sais, de revenir, de faire l'été qu'elle a eu, puis de pas savoir si elle va avoir une place parce que tu sais, tu étais invité au camp, puis on en parlait en début d'année. Tu dis, ben c'est garanti que sa place est faite. Je me rappelle, tu me dis ça, Pat, c'est garanti qu'Alex fait l'équipe. Il y avait aucune garantie. Alex a travaillé fort pour faire sa place. Non, c'est vrai, elle a travaillé fort, puis je suis tellement contente parce que tranquillement, pas vite, on la voit être récompensée, puis j'espère qu'elle va compter beaucoup de buts. Puis tu sais, même de regarder, même si elle n'a pas son nom sur la feuille de pointage, défensivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement responsable, qui distribue bien la rondelle. Puis, je suis très contente de l'avoir avec l'équipe de Montréal. Elle gagne aussi beaucoup de mises en jeu de ce que, si on regarde les statistiques au niveau des mises. C'est ça, je t'ai dit, tu m'as pas écouté? Ben oui. Non, mais je t'écoute, mais toi, tu m'écoutes pas. Parce que moi, là, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai jamais dit que c'était garanti. Non. J'ai dit que c'était son poste à perdre. Moi, je pense, et je suis encore convaincu de ça, elle est arrivée au camp et autant Corey que Daniel avaient l'intention de la signer cette année, à moins qu'elle connaisse vraiment le pire camp qu'elle pouvait connaître. C'était à elle, c'était pas... Elle n'avait pas son poste à gagner, elle avait son poste à perdre, ce qui est différent. C'est quand même difficile. Tu arrives dans un nouvel environnement, dans une nouvelle équipe complètement différent de l'année dernière. Oui, là, elle est en territoire un peu plus neutre parce qu'elle connaît Verdun, elle connaît les environs, mais c'est pas évident de changer d'environnement là, comme elle le fait, puis de s'adapter aussi bien qu'elle le fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'était quand même quelqu'un que Daniel connaissait bien. Et puis, elle arrivait à Montréal avec une année d'expérience dans la Ligue. Et ça compte pour beaucoup. Contrairement à une joueuse qui va arriver des rangs universitaires où on sait qu'il y a quand même une marche pour arriver chez les professionnels par la suite. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est tous contents qu'Alexandra Labelle performe de cette façon-là parce que, justement, ça démontre qu'elle a plus que sa place dans la LPHF. Bravo, Alex! Anso, maintenant tu as parlé plus que Kim sur la joueuse de Kim. Vas-y donc avec ton moment de la semaine. C'est parce que je l'aime bien, moi, Alexandra. Je trouve ça bien qu'elle travaille fort. Puis moi, j'adore les gens qui travaillent fort. C'est ça. Ben, c'est correct. Moi, mon moment de la semaine, en fait, je veux souligner le fait à Toronto, quand Montréal ont joué là, ils ont fait la célébration pour le cancer du sein pour Erica Howe, qui a été diagnostiquée du cancer du sein. Puis cette fille-là, qui est mémoire, on a joué contre elle. Elle a joué avec le Thunder de Markham. On ne l'aimait pas beaucoup là, sur la glace parce que c'était quand même une fille qui était bonne. Une bonne gardienne. Une bonne gardienne, mais honnêtement, cette personne-là, c'est tellement... est tellement fine. C'est une bonne personne. Puis tu sais, quand j'ai appris qu'elle avait été diagnostiquée ou qu'elle avait eu son diagnostic de cancer, ça m'a tellement attristée parce que je me dis, tu sais, tantôt, en début d'épisode, on parlait, on souhaite la santé. Parce que si t'as pas la santé, là, t'as bien beau avoir tout l'argent du monde, mais ça va pas acheter cette santé-là. Puis j'espère vraiment qu'elle va passer à travers cette bataille-là contre le cancer. Puis, tu sais, elle disait que son amie Jess Jones qui s'est assise à côté d'elle, puis elle a dit, je vais me faire raser les cheveux. Puis la veille, elle disait, je
je peux pas croire que je vais faire ça. Tu sais, ça me stresse de me couper les cheveux. Puis Erika, elle a dit à Jess, elle a dit, ouais, mais t'es pas obligé de le faire parce que si toi, t'avais eu le cancer, moi, je me serais pas fait couper les cheveux. En tout cas, j'ai vraiment ri. Mais bref, c'était juste, puis tu sais, elle a dit à quel point que d'avoir quelqu'un à côté d'elle, ça l'a vraiment supporté. C'est pas facile, cette bataille-là. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est à la fin du match, quand les deux équipes se sont vraiment rapatriées près de la Zamboni. Puis tu sais, je me dis à quel point le hockey féminin, c'est grand. C'est pas juste du hockey, mais c'est vraiment le côté humain que j'ai vu. Le support que même si ces filles-là, sur la glace durant le match, ne s'aiment pas, une fois que la période est terminée, la troisième période est terminée, on met tout de côté, puis tu sais, on est là pour célébrer, en fait, ce moment-là, qui est des batailles contre le cancer. Le cancer, j'ai pas les statistiques, là, mais il y en a beaucoup qui vivent cette bataille-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment formidable, que ce soit, tu sais, des deux côtés, ils sont allés la voir, ils l'ont pris dans ses bras. Il y avait beaucoup d'émotions, puis tu sais, ce match-là, ça vaut pour beaucoup, qui est plus que juste du hockey. Non, 100%. De voir Laura Stacey, qui est une de ses bonnes amies aussi, lui faire un gros câlin à la fin. Puis, tu sais, il y a des événements comme ça qui sont juste plus grands que le sport, plus grands que les rivalités entre les équipes. Et puis c'en était un également qu'on a vécu là, dans les dernières semaines. Là, c'était quoi, un petit peu avant Noël, là, quelques jours avant Noël. Donc, ça a été C'était le 21 décembre. Ouais, un des moments touchants de ce début de saison dans la LPHF. Moi, je vais revenir un petit peu plus dans le hockey. Puis je reviens au dernier match contre Boston. Et pour moi, mon moment de la semaine, c'est le désavantage numérique de la victoire de Montréal. Contre Boston particulièrement, là, ça a été extraordinaire. Ce désavantage numérique-là, d'ailleurs, le désavantage numérique de Montréal cette année est un des meilleurs de la Ligue, mais particulièrement contre Boston, ça a été quelque chose, là. À tous les niveaux, on parlait d'Alexandra Labelle tantôt, qui a tellement, mais tellement bien joué dans ce désavantage numérique-là. On parlait de Claire Dalton également, qui était ma joueuse de la semaine, qui, je pense que c'était Kim, tu disais, ou Anso, elle jouait pas beaucoup de minutes. Là, on disait qu'Alexandra jouait du 15-16 minutes. Claire Dalton joue du 10, 8, 9, 10 minutes, 11 minutes. Mais chaque minute compte. Puis ce piqué-là, pour utiliser l'expression anglophone, a été vraiment sensationnel, a blanchi Boston, puis je pense que c'est ce qui a peut-être fait la différence également dans le match. Quand Montréal a été capable de tuer la pénalité de 5 minutes de Catherine Dubois en début de troisième période, je me suis dit, OK, là, ils tiennent quelque chose parce que, tu sais, puis vous le savez, hein, un désavantage numérique pour commencer une période, la troisième période de surcroît, c'est jamais évident. Puis c'est un 5 minutes, donc il n'y a pas de jailbreak rule, il n'y a pas rien, tu le purges au complet, peu importe le nombre de buts, et ils l'ont fait. D'ailleurs, en parlant de jailbreak rule, même Christine O'Neill a marqué un but en désavantage numérique. Il y a eu en tout 7 tirs bloqués dans ces désavantages numériques-là du côté de Montréal. Puis je pense qu'Ottawa a lancé 4 fois. Ça a été vraiment... j'ai dit Ottawa, je veux dire Boston, a lancé 4 fois dans leur avantage numérique. Donc, ça a été... J'aurais juste à dire que je t'écoute, Pat. Oui, mais merci. C'est important de m'écouter comme ça. Tu peux te permettre comme ça de me corriger adéquatement. Mais c'est sûr que ça leur a donné du momentum, là. Oui. Le fait d'être capable de garder cette avance-là, puis... c'est difficile, comme tu dis, à partir d'une troisième, de même en désavantage, puis d'être capable de tuer. Peu importe, les filles au banc, ils viennent, tu sais, t'as le momentum, t'es excité, t'es comme let's go, à 5 contre 5, on va les détruire, là, tu sais, on a été capable de tuer ces 5 minutes-là. Puis ils ont été bonnes tout le long de la game, là. Tu sais, je veux dire, tous les piqués, ils ont, comme tu dis, sont 100%. Ils ont vraiment un bon piqué cette année. Ah oui, c'est 5 avantages numériques que Boston a eu, là, c'est pas rien, là. Oui, puis autant que les Boston c'était une force quand même sur l'avantage numérique. Puis autant qu'un avantage numérique, quand l'équipe compte, peut donner de l'énergie puis du momentum, qu'un désavantage quand tu vois justement des tirs bloqués, des gens qui sacrifient des buts en désavantage, ça aussi, ça donne de l'énergie, tu sais. Fait que exact. Ça peut être un coup à deux tranchants, puis
je suis totalement d'accord que c'est ce qui a fait. Tantôt, tu as dit, je pense que c'est ce qui a fait de la différence. Moi, je te confirme, c'est ce qui a fait la différence pour la victoire de Montréal contre Boston. Puis, tu sais, quand tu y vas en avantage numérique pour Boston, tu comptes pas. Ah, OK, j'ai une autre chance, tu comptes pas. Ça commence à te rentrer dans la tête aussi. Puis, c'est vraiment ce qui est arrivé. Puis, quand on regarde les commentaires d'après-match, ben, tu as vu que l'entraîneur Courtney Castle était pas satisfaite de ses joueuses. Hilary Knight a dit, on a eu plein d'opportunités, on n'a pas été capable de marquer. Ouais. C'est notre faute, mais il faut donner crédit aussi à Montréal. Je veux juste vous donner une statistique que j'ai trouvée quand même intéressante. Montréal a marqué 2 buts en avantage. On parle du désavantage numérique là, qui est très bon. À l'inverse, le power play de Montréal est assez déficient. L'équipe a marqué 2 buts en avantage numérique cette année. Elle s'est fait marquer 2 buts en désavantage numérique et elle a marqué 2 buts en désavantage numérique. On a autant marqué en désavantage qu'en avantage numérique. Comme disait Roger Brulotte, les deux sont frimés, mais je trouvais ça très, très drôle de voir que c'était 2 buts partout. Donc, c'est sûr qu'il faut que le piqué continue d'aller bien. Faut peut-être l'avantage numérique marque un petit peu plus, là, un pourcentage de 8% seulement. Là. C'est ça, parce qu'on est au dernier rang pour l'avantage numérique côté de Montréal. Je pense qu'on est 7e sur 6 équipes, Kim. Ah, c'est ça. Fait que tu vois, il va falloir qu'il fasse des changements. Mais on a déjà vu quand même des changements. Là. Dans la dernière pendant le match contre Boston, on a vu des remaniements. Fait que je serais pas surprise que quand on va voir Boston contre Montréal ce dimanche, ça va avoir une toute autre disposition parce que j'ai vu une fois qu'il y avait Laura Stacey qui était en avant du filet. Là. On la retrouvait plus sur à la pointe. Sur le tir du réception, là, comme elle avait au top des cercles. Fait que j'ai hâte de voir ces changements-là. Moi, je trouve ça intéressant de l'avoir devant le filet parce qu'elle est grande. Fait que c'est une comme ça, tu sais, comme l'année passée, on a vu beaucoup du bois devant le filet. Ouais. Tu sais, ça prend. Tu peux pas mettre une Christine O'Neill devant le filet. Je veux dire, la gardienne, c'est toutes des géantes dans la ligue, là. Fait qu'ils voient tout. Fait que ça prend quelqu'un de grand, large, pour prendre l'espace puis pour essayer de cacher la vue de la gardienne parce que comme on l'a dit dans un autre podcast, toutes les gardiennes sont excellentes. C'est les meilleures, là. Fait que tu vas pas la battre avec un tir de la ligne bleue, so-so, là. Fait que faut que tu caches la vue, faut qu'il y ait des déviations. Fait que j'ai aimé voir Stacey devant le filet, moi, là. En fait, ce que j'entends dans ton commentaire, Kim, c'est que ça prendrait des gens comme toi en avant du filet, là. Tu sais, qui est bonne à dévier la rondelle, à faire des déviations, la mettre, tu sais, une petite feinte du revers. J'ai hâte de voir le 25 janvier à Toronto au jeu s'ils vont te mettre en avant du filet, là. Moi, là, j'ai juste besoin d'avoir ça comme mon contrat. Juste devant le filet, je vais jouer 1 minute par power play, that's it, that's all. Ça me dérange pas, ça va me faire plaisir. Man, tu serais la joueuse la mieux payée par minute utilisée. Mais... Comme ça, j'ai pas besoin de m'entraîner autant. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu regardes le line-up de Montréal, il y a 3 joueuses seulement, je trouve, qui rentrent dans cette catégorie-là de grandes et plus costaudes. Laura Stacey, Catherine Dubois et Claire de George. C'est les 3 seuls qui ont le gabarit. Oui, tu sais, t'as Abby Boring qui peut jouer, tu sais, des fois un petit peu plus physique, mais ça te prend, je suis d'accord avec toi, ça te prend quelqu'un de plus grand qui est capable de cacher la vue. Alors, c'est intéressant de voir comment on va composer avec ça. Parce que je faisais des farces tantôt, il y a juste 6 équipes. Là, Montréal ne peut pas être 7e, mais ils sont quand même à 8% de power play. Puis Ottawa en a 11,8%. Puis ensuite, on tombe à 22, 23, 26, 27%. On est loin. En désavantage numérique, suite au match d'hier, parce que là, on tourne vendredi, suite au match d'hier, Montréal est premier en désavantage numérique avec 88,2% d'efficacité. Puis Boston est 2e à 85,7%. Donc, c'est intéressant, c'est le fun, mais c'est sûr, ça va demander un peu plus de buts du côté de Montréal. Passons maintenant au hot take de la semaine, puis je vais débuter, si vous le voulez bien. Mon hot take est le suivant. Parce que le 30 décembre, on est à la conférence de presse d'après-match et on apprend une transaction, peut-être la plus grosse de l'histoire de la LPHF, alors que Jocelyne Larocque a été échangée de Toronto à Ottawa en compagnie de Victoria Bach contre Elise Kamura et Savannah Harmon. Grosse transaction.
Je vais y aller avec, C'était énorme. Hein? je vais y aller avec mon hot take, puis je veux vous entendre sur la transaction par la suite. Moi, mon hot take est le suivant. Toronto va devancer Ottawa suite à la transaction Larocque-Harmon. Prenons pour acquis, je comprends qu'il y a 4 joueurs impliqués, mais les 2 défenseuses étant peut-être les 2 gros morceaux de la transaction. J'ai pas compris ce qu'on a fait du côté d'Ottawa. Je comprends Toronto de vouloir bouger les choses, ça, c'est tout à fait comprenable. On n'a pas le début de saison qu'on aurait voulu du côté d'Ottawa, du côté de Toronto. On a seulement 2 victoires en 7 matchs, donc on veut bouger les choses. Mais on a été chercher les 2 meilleures joueuses, autant à la défense qu'à l'attaque. Je pense qu'on a été chercher une défenseuse qui est plus jeune, qui vient juste d'avoir 29 ans en Savannah Harmon. Larocque va avoir 37 ans par le temps que les séries débutent. Oui, elle n'a pas eu un bon début de saison à Ottawa. Je pense qu'elle n'a eu aucun point en 6 matchs. Mais quand même, c'est une défenseuse qui devrait être à Toronto plus longtemps que le Rock va être à Ottawa. Je pense que le plafond de Skamura est également plus élevé que celui de Victoria Bach. J'ai pas vraiment compris ce qu'on a fait là du côté d'Ottawa. Je comprends qu'on veut bouger les choses de leur côté également, mais moi, je pense que Toronto a eu le dessus, un net avantage dans cet échange-là. Puis, à la fin de l'année, je pense qu'on va voir justement comment ça va avoir influencé le classement de ces 2 équipes-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange? Anso? Un peu comme toi, là. On était très surprises, premièrement. On comprend pas parce que moi, c'est un peu aussi mon hot take, là. En gros, moi, je comprends pas parce que Larocque est en fin de carrière. Ouais. Elle a quoi, un contrat de 3 ans, Larocque? Les 2 ont les mêmes contrats. Les Puis 2 en avaient eu plus, un contrat de 3 ans. Ouais. Puis c'est les 2 un premier choix de chaque équipe. C'est le premier choix d'Ottawa, premier choix de Toronto. Fait que ça, c'est quand même intéressant, mais c'est juste que tu échanges une fille, comme tu dis, qui va avoir 37 ans, versus une fille qui a 29 ans. Je comprends pas qu'est-ce que Ottawa a fait là-dedans. Là. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était pas heureux là-dedans, mais en même temps, on s'est rendu professionnel. Là. On s'en fout un peu de tes sentiments. Là. Mais moi non plus, je comprends pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais puis non, mais c'est vrai. Vos parce que sentiments, si on là, mettez ça au vidange. Non, mais puis c'est vrai, puis ça fait partie de mes notes, là. Je les ai plus devant moi, mais ça fait partie de mes notes. Parce que Larocque, moi, dans ma tête, c'est une fille de Toronto. Elle est là depuis des années. Moi, dans ma tête, elle finissait sa carrière-là. Tu sais, et après son 3 ans, elle prend sa retraite. Elle a fini à Toronto. T'as vu comment elle était émotive après le match, même, tu sais, en conférence de presse. C'est quelqu'un, tu sais, ça l'a surpris aussi, là. Elle, dans sa tête, je sais pas ce qu'elle pensait, mais c'est sûr qu'elle pensait pas d'être échangée, là. Ah, Tu ben l'as non. vu comment elle a réagi. Elle, oui. tu sais, elle, sa vie est à Toronto, là. Puis le pire... C'est ça, je dis que les émotions, moi, ils s'en foutent un peu, là. Tu sais, on est rendu professionnels, là. Le pire, c'est que la transaction a eu lieu 24 heures avant un match entre les 2 équipes. Donc, tu sais, c'est Exact, en encore plus plus. particulier. C'est encore plus particulier. Puis c'est un match que Ottawa a gagné. Donc, c'est pour ça que mon hot take vient quand même à un moment où, là, on regarde le match, puis Ottawa a battu Toronto, mais je pense qu'en bout de ligne, quand les choses vont se régulariser, Toronto va finir par prendre le dessus, puis je pense qu'on va pouvoir mettre la date du 30 décembre comme un moment tournant pour les Seps de Toronto. Mais tu sais, on qu'est-ce que t'as s'entend que pensé? Ottawa a gagné, mais ils se sont fait dominer, là, toute la Ah, ben oui. Je crois les lancers, c'était 37 à 38-13. 12. 38-13. Mais, tu sais, premièrement, moi, une des questions que je me suis dit, c'est que, tu sais, Larocque, là, Toronto, là, c'est équipe Canada, là. C'est Gina Kingsbury, c'est Troy Ryan, puis tout le parcours qu'ils ont eu avec Joss dans le cheminement de l'équipe nationale. Puis là, ils font ça. Je me dis, hey, c'est fou, là, c'est énorme comme transaction, mais à quel point ils sont allés chercher 2 Américaines. Et Skamura, les 2 sont américaines qui jouent sur l'équipe nationale. Tu sais, je me dis, c'est quand même impressionnant. Puis Gina l'a dit, écoute, moi, mon travail, c'est la promesse que j'ai faite à mon équipe, c'est que je dois être capable d'améliorer le sort de mon équipe. Puis c'est exactement ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est allée chercher en Harmon un joueur, je vais dire pas nécessairement qui ressemble à Fast parce que sont un peu différents, mais c'est 2 défenseurs qui sont très offensifs, là.
Je pense qu'ils veulent être capables de générer de l'offensive de leur défensive. Est-ce qu'ils vont tout le temps jouer ensemble? Est-ce qu'ils vont être mis avec d'autres personnes? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont être capables d'analyser tout ça. Mais tu sais, Harman, là, c'est quelqu'un qui a une relance extraordinaire, qui voit le jeu, est capable d'amener la rondelle au filet, puis c'est quelqu'un qui a des mains. Pas si tu l'as déjà vu en échappée, là, mais c'est quelqu'un qui est capable de déjouer puis d'écouter un goaler. Anso, tu te rappelles, elle a joué avec nous dans notre équipe de Oui, je l'avais recruté. Tu l'as sélectionné. Oui, c'est vrai. Sélectionné. Ben, tu sais, on l'a vu dans le 3 contre 3, là. Elle avait des mains, elle scorait des buts. C'était incroyable, là. Elle est rapide. Moi, je suis d'accord, Pat, dans qu'est-ce que tu dis. Je trouve pas qu'Ottawa se sont avantagés en faisant ça. Est-ce que, tu sais, ils ont vu en Larocque quelqu'un qui est un peu plus physique que Harman? Je sais pas, mais tu sais, je trouve que Larocque a eu un dur début de saison. Scamorra a eu un fort début de saison l'année dernière. Mm-hmm. Cette année est un peu plus au ralenti, mais tu sais, ce que tu vois en Scamorra, c'est ce que tu vas recevoir. Une fille qui est bonne dans les deux côtés de la glace, elle est bonne défensivement, elle est bonne offensivement. Quand on regarde au niveau de back, ben c'est quelqu'un que je trouve qui n'était pas utilisé. Fait que pour elle, pour Victoria, je trouve que c'est un beau move parce que elle jouait sa 4e ligne. Là. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es une joueuse de finesse puis tu joues sa 4e ligne? Ça marche comme pas. Fait qu'elle, elle ne fitait pas. Je pense qu'elle va mieux se développer à Ottawa. Peut-être c'est ce qu'ils ont vu en elle. Mais définitivement, Toronto a eu le meilleur dans cet échange-là. Puis jusqu'à présent, c'est le plus gros deal de transaction dans la LPHF. Là. 100%. Je me demande, tu parlais... Toronto, c'est Team Canada, puis ils ont été chercher 2 Américaines. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites d'ailleurs sur Toronto, comment justement avec Troy Ryan puis Jenna Kingsbury, est-ce qu'il faut aller jouer à Toronto pour faire partie d'équipe Canada? Je me demande à quelque part si avec cette transaction-là, ils n'ont pas fait 2 beaux doigts d'honneur à tous ceux qui les ont critiqués là-dessus en disant, ben là, on vient d'aller chercher 2 Américaines, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais... effectivement, je pense qu'il n'y a aucune de ces 4 joueuses-là qui avait eu un bon début de saison. Fait que des fois, un changement d'air, ça peut faire du bien. Est-ce que la Rock va justement peut-être avoir une meilleure, j'allais dire une deuxième moitié, on n'est pas rendu à la moitié de la saison, mais un meilleur reste de saison à Ottawa qu'elle a eu à Toronto? Peut-être, mais c'est quand même... Tu sais, je serais surpris que la Rock, on la voit dans la Ligue dans 2 ans. Peut-être l'année prochaine, mais tu sais, elle veut pas elle est plus proche de la retraite que Savannah Harman, ça, on va se le dire. Mm-hmm. Alors, sur le long terme, tu sais, si Ottawa, si ça avait été une équipe qui était près de, tu sais, qui flirtait avec la première place, qui lui manque une bonne joueuse d'expérience, peut-être, pour justement aller en série puis gagner la Coupe, tu te dis, OK, je comprends le move. Est-ce qu'Ottawa se voit là? Est-ce qu'Ottawa se voit à une joueuse près de remporter la Coupe ou de faire un bon bout de chemin en série? Je suis mitigé si c'est si c'est le thinking derrière, c'est la pensée qu'on a eue par rapport à ça. Puis juste pour finir, parce que Kim, t'avais raison, oui, Ottawa a battu Toronto 2-1, mais si c'était pas de Mash Meyer, il n'aurait jamais gagné ce match-là. Ben non. Mash, je pense qu'elle est... on parlait d'Anne René tantôt. S'il y a une gardienne qui est meilleure qu'Anne René cette année, c'est Mash qui arrête tout de tous les bords, tous les côtés. Donc, mais bref, j'ai hâte quand même de voir comment ça va se dessiner pour le reste de la saison, mais je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant de suivre. Mais moi, ce qui m'inquiète au niveau de Toronto, c'est leur gardien, justement. Tu sais, on a vu en début de saison, l'année passée, Kristen Campbell avait des statistiques incroyables, gagné la meilleure gardienne. Mais tu sais, à quel point, vraiment, est-ce qu'elle a sauvé des matchs? Je pense pas. OK? Cette année, ce qui est arrivé, ben on l'a vu en début de saison, ça a été un peu laborieux. Là, on voit que Kirk a réussi à avoir plusieurs départs. Puis, je me rappelle un des derniers épisodes qu'on parlait, c'était ça va être qui les gardiens? Il y avait juste Montréal et Minnesota qui avaient utilisé leurs 2 duos de gardiens de but. Maintenant, on en a vu plus. Là, actuellement, est-ce que Kirk est rendu leur première gardienne? Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il va y avoir un échange au niveau des gardiens de Toronto? Parce que s'ils veulent être capables, tu sais, ça te prend un gardien qui te sauve une game, un peu comme Mash a fait. Ça t'en prend de la qualité pour être capable de sauver un match. Puis actuellement, j'ai l'impression qu'au niveau confiance, peut-être que Kirk est encore dans
les papillons du début, là, je suis excitée, j'ai hâte, tu sais, je suis capable de. Mais tu sais, il y a des buts qui sont quand même assez faibles. Puis je suis très d'accord du fait que pour que la rondelle se rende au gardien de but, il faut qu'elle aille passer à travers les 5 joueurs de son équipe. 100% d'accord. Sauf qu'il faut que tu sois capable. Tu sais, match, elle t'a fait 30. Ils ont perdu quoi? Elle a fait 2-1. 36 arrêts. Tu sais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, dans ton hot take, à quel point que, oui, Toronto a gagné dans l'échange, mais est-ce que Ça va être va être suffisant. capable d'arrêter les filets? Moi, c'est ça un peu mon questionnement, puis j'ai hâte de voir. Sérieusement, là, est-ce que Toronto va considérer d'aller chercher une autre gardienne ailleurs? Parti comme elles sont là, il y a s'ils veulent continuer avec les Américaines, il y a Rooney ou Hensley au Minnesota, là. on jase. Kim, toi, ton hot take? Ben, en fait, moi, c'était un peu comme toi, là. C'était avec Savannah puis Larocque, le fait qu'ils ont fait cet échange-là, puis que, un peu comme j'ai dit plus tôt, là, mais que Larocque est en fin de carrière. Fait Ouais. que, tu sais, on comprend pas trop le move, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être autre chose en derrière tout ça. Puis c'est ça, mon point, c'était vraiment le fait que, moi, dans ma tête, Larocque finissait sa carrière à Toronto. Fait que, tu sais, je l'ai senti vraiment émotive. Pour être honnête, ça me fait de quoi? Parce que, tu sais, Larocque, je la connais pas personnellement, mais je sais c'est qui. On a joué dans des différentes ligues avant une contre l'autre. Est-ce qu'elle a été aimée? Non, parce qu'elle donne des mauvais coups. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça m'a fait de quoi quand même de l'avoir de même émotive, puis qu'elle doit quitter Toronto. Mais là, ça va être un nouveau chapitre, puis qui sait qu'est-ce qui va se passer à Toronto pour elle. Je te pose la question, Kim, puis Anso, tu pourras répondre également. Jocelyne Larocque, une des défenseuses les plus décorées de l'histoire du hockey canadien. Est-ce qu'elle a sa place au Temple de la Renommée lorsqu'elle va prendre sa retraite? Non. Moi, je pense pas. Ah non, OK. OK. Non. Ben, tu sais, Trump, la renommée, c'est quand même gros, là. Oui, oui. Il y a qui a été intronisé à date? Dans les joueuses de défense? Ou en général. Là. En général, ben, il y a mon Dieu, Kim. vous prenez de cours, là, mais il y a Kim, il y a Kim, il y a Caro, il y a Nathalie Dawitz. Qui d'autre a été intronisé là, dans les dernières années? J'ai la liste, en tout cas, j'ai une liste ici. Qui d'autre? Mon Dieu, j'aime ça parce que vous ne me prenez pas de cours. Qui d'autre? Angela. James Brown? Hein? Angela James. Angela James est là. Qui d'autre est là également? Pas Angela James, mais Angela Ruggiero est là. Oui. Ben, Angela James aussi. Il y a également Camille Granato. Il y a Daniel Goyette. Il y a Jenna Efford. Il y a Hayley Wickenheiser, évidemment. Il y a Rika Salinen. Puis cette année, il y a eu également Chrissy Wendell-Paul. Tu sais, il va y avoir une Marie-Philippe Poulain, mais tu sais, oui, elle a eu beaucoup de succès. Je veux dire, elle a eu beaucoup de championnats, d'Olympiques et tout. Mais est-ce que, tu sais, c'est une joueuse plus défensive? Fait que, tu sais, à moins qu'on regarde vraiment ses statistiques défensives, souvent, c'est pas ça nécessairement qui ressort. Mais est-ce qu'on voit avec tous ces exploits qu'elle a gagnés? C'est sûr que, comme tu dis, elle en a plusieurs. Fait que peut-être que. Parce qu'il y a beaucoup de défenseuses. Tu sais, j'en ai oublié une, le Geraldine Haney, qui est là également. Je pense que Haney et Ruggiero, l'américaine, ce sont les seuls, puis je ne vais pas me tromper, là, je regarde pendant que je vous parle, mais je pense que c'est les deux seules défenseuses à avoir été intronisées au Temple de la Renommée. Donc, il n'y a pas beaucoup de défenseuses. Alors, je posais la question tout bonnement comme ça, si Larocque a quand même remporté deux médailles d'or aux Olympiques, qui a remporté plusieurs médailles aux championnats mondiaux, que ce soit d'or, d'argent ou de bronze, qui fait partie de l'équipe canadienne nationale depuis 2011, donc depuis 13 ans. Elle a gagné la Coupe Clarkson. Elle a quand même un beau parcours. Puis c'est pour ça que je vous posais la question, mais visiblement... à beaucoup de minutes de pénalité aussi, je pense. Oui, ça fait 2 fois si on revient là-dessus. Elle a cette réputation-là, hein, Joss, de jouer un peu plus... peut-être un peu plus salaud. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, tu sais, avec l'équipe nationale, j'ai l'impression qu'elle a dû ou serrer la vis un peu parce que c'était une des bonnes défenseurs en désavantage numérique. Mais quand elle est dans le bas de punition, c'est un peu plus difficile à défendre. On dirait que
que ça l'a, je ne veux pas dire discipliné un peu plus, mais peut-être qu'elle pensait un petit peu plus avant de faire quelques coups. Mais c'est définitivement pas une personne qui va doucement dans les coins, comme on peut dire. Ben ouais, Mais tu sais, pour revenir à ton point, Pat, mais je me mets une note de ne jamais faire un hot take là-dessus une fois que la Rock va avoir pris sa retraite. ok, c'est Hey, Anso, ton hot take de la semaine? J'aimerais parler, en fait, c'est sûr que là, on a parlé beaucoup de la transaction. C'était définitivement un sujet de l'heure. Mais là, c'est les matchs en territoire neutre qui commencent. Donc là, Ouais. Montréal va jouer contre Boston à Seattle, je crois, Oui, exact. ce dimanche. Et là, Boston, en fait, là, c'est un gros défi. Je sais que tu en avais mentionné là, à quel point que Boston va jouer énormément de matchs. Je pense que c'était comme 44 jours là, qu'ils jouaient à l'extérieur avant d'avoir un match à la maison. Actuellement, Boston n'est pas nécessairement sur une belle lancée. Puis là, ben hier, leur match, ils ont quand même réussi. Puis parlant des joueuses de la semaine, hier, est-ce qu'on peut juste mentionner les 2 buts à Tapani en moins de 1 minute? Oui, c'est vrai. Impressionnant. Hey, 2 buts. Puis son premier but, c'est sur un avantage numérique. Puis l'autre but, on dirait là qu'elle jouait à patinoire dehors, puis elle est arrivée, puis elle a réussi à avoir la rondelle. La défenseur, elle s'est vraiment tassée sur la ligne bleue, sur le flanc, là, sur la fille qui était déjà sur la bande immobile. Elle lui a laissé vraiment le highway, là, l'autoroute au complet, un 2 contre 1, boum, entre les jambes. Aïe, 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 c'était c'est 2 buts en fin de troisième période. Là, il restait 3 minutes à jouer. Là. Et Larry Knight, d'ailleurs, je fais une parenthèse là, parce que tu parles de Boston, mais Larry Knight connaît tout un début de saison. Parce que je me rappelle qu'on en a parlé dans nos prédictions lors du tout premier épisode d'Avantage numérique. Puis on n'était pas trop sûr. Tu sais, Larry Knight avait connu une saison offensive peut-être un petit peu décevante l'an dernier. Et là, cette année, c'est tout à fait l'inverse. En fait, j'ai comme l'impression que Pou et Knight se sont échangés leur rôle dans les statistiques cette année puis l'année passée. Tu sais, Knight frôle avec le sommet et Pou a quoi? 1 ou 2 points jusqu'à présent? 2 buts. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah non, c'est anémique là, à ce niveau-là. Elle, Ambrose également, c'est un peu plus difficile là, au niveau statistique. Ça n'empêche pas que l'équipe joue bien puis que Montréal frôle la première position, finit l'année en première position, mais quand même. Bref, je te laisse retourner à ton... Non, mais pour parler pour Larry Knight, c'est quand même... c'est impressionnant parce que Boston ne va pas bien. Justement, le reste de leur équipe, tu sais, on regarde une fille comme Alina Mueller qui, on dirait depuis son retour de sa blessure, on la voit pas beaucoup. Il y a Rattray qu'on voit pas beaucoup non plus. Tu sais, il y a pas de joueur qui sort autre que leur premier trio. Tu sais, on a Knight, Tapani puis Bilka qui est avec eux, qui elle, c'est une fille, elle patine vraiment vite cette fille-là. Je sais pas si vous avez la chance de regarder, mais c'est quelqu'un qui. Puis je suis triste hier. Je pense que je vais l'appeler pour lui dire, je la connais pas là, mais quand que en 3 contre 3, il est arrivé l'échappée. Elle a arrêté de patiner puis elle a essayé de plonger pour enlever la rondelle de la fille. Mais je suis sûre que si elle restait debout puis elle continuait à patiner, elle rattrapait Curl puis elle était capable de lui enlever la rondelle. Parce que la fille du Minnesota, elle a arrêté de patiner, fait qu'elle a eu la chance de... Puis en plus, tu sais, comme on en a parlé à Anso, là, elle a glissé, elle s'est pitchée sur le ventre, mais du côté... La fille, c'est une gauchère, elle est allée vers le côté droit, fait que c'est impossible que tu tapes la rondelle avec ton bâton, là. Exact. Mais tu sais, peut-être que c'est une erreur de rookie, là. C'est une première année, il faut lui donner une chance. Mais bref, elle patine vite. En tout cas, tout ça pour dire que Tapani, 2 buts en 1 minute, qui a aidé son équipe à aller chercher au moins 1 point. Oui, ils ont perdu, mais c'était quand même, je crois pour eux, une certaine victoire parce que Boston, ça va pas bien, là. Puis là, ce qui aide pas, c'est justement là, toute cette saga-là sur la route. Puis j'ai hâte de voir. Là, Montréal part aussi sur une séquence avec les matchs en terrain neutre. Montréal part sur une lancée aussi de 11 jours. Donc, il y a 3 matchs. Hein. À quel point que ce voyage-là va avoir un impact sur la route? Parce que c'est sûr que c'est quand même assez nouveau là, où que les filles doivent voyager aussi loin et aussi longtemps. On n'a pas vraiment connu ça. Tu sais, l'année passée, on a eu quelques séjours. Tu t'en vas au Minnesota 2 jours avant. Tu as le temps de pratiquer. Tu reviens. Ça va quand même bien. Fait que moi, c'est un peu mon questionnement à travers... oui, c'est une bonne idée pour essayer de faire connaître le hockey féminin. Peut-être d'essayer de voir dans quelle ville que ça va plus pogner pour peut-être avoir une équipe d'expansion l'année prochaine.
Mais j'ai hâte de voir ça va donner quoi sur les performances. Ouais, Boston, tu vois, c'est 36 jours au total. Boston et je crois c'est Ottawa. Ils sont 36 jours sans jouer à domicile. Montréal revient, en fait, revient à la Place Belle le 17 Le 17, janvier. Fait que c'est quand même, ça va être le premier match de 2025 à domicile. Puis ensuite, ils vont jouer, une série de 4 matchs à domicile. Je considère le centre Vidéotron comme étant un match à domicile. Là, on s'entend, là. La foule va être très pro Montréal, puis c'est à 2 heures de route. Mais bon, il y a quand même du voyagement. Là. Je comprends que c'est pas l'idéal, mais au moins, t'as l'ambiance d'un aréna de la Ligue nationale plein qui va crier de ton bord à toi. Mais Boston, t'as raison, tu sais, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'était une des... Courtney Kessel en conférence de presse le 30 décembre. Je pense que c'est moi qui lui ai demandé comment est-ce qu'elle voyait ça comme coach, d'avoir une aussi longue période. Et elle dit, c'est bon, elle dit, j'aurais pas à m'occuper des enfants. C'est comme tu dis, vas-y à l'épicerie. Ah non, c'est bon, j'y vais. C'est drôle, hein, quand t'as des enfants, t'as le goût de t'en aller à l'épicerie pour y aller, pour avoir un congé. Ah ouais, non, elle est fun en conférence de presse, Courtney Castle, toujours un mot pour rire, mais Boston, par exemple, c'est ça, là, on va jouer à Seattle, on va jouer au Minnesota, on va jouer à Ottawa, et on revient à domicile le 22 janvier, mais eux autres sont sur la route, là, depuis le 27 décembre, là, avec une partie à Toronto, Montréal, Minnesota, hier. Donc, c'est sûr que c'est énormément de matchs, énormément de temps sur la route. Et puis, ça va être intéressant de voir. Mais j'ai hâte de voir aussi, parlant des parties en terrain neutre, ça va être quoi les assistances? Je pense qu'à date, la vente de billets va bien, de façon générale. Mais j'ai hâte de voir également comment est-ce qu'on va interagir dans la foule. Parce que là, veux pas, tu reçois 2 équipes. Techniquement, tu n'as pas de lien avec. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va réagir à tout ça, autant à Seattle qu'à Vancouver, qu'à Denver. J'ai hâte de voir comment l'intérêt pour le hockey féminin va s'entendre dans ces arénas-là lors des prochaines semaines. Est-ce que vous allez au match à Québec? Non, je pense pas. Non. Toi, tu y vas? On n'a pas de billets. Moi, je devrais être là. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. On pourra en reparler là, dans un podcast futur. On va faire des prédictions parce qu'on a parlé du match de Boston avec Montréal qui est ce dimanche en direct du Climate Pledge Arena à Seattle. Notez bien l'heure, c'est 1h, heure du Pacifique, donc 16h, heure de Montréal, dimanche le 5 janvier prochain. Over-under 5.5. Kim, Montréal-Boston, over-under 5.5 pour le nombre de buts total. J'y vais avec over parce que le dernier podcast, là, je me suis fait avoir un peu. Je suis allé under. Puis vous ça êtes va vite, tous fait avoir avec le under. Fait que là, je me ferais pas avoir. Over. Toi, mais toi, t'avais pris under, les deux, l'autre prédiction? Ah, moi, j'avais pris under à over. Ouais. Moi, je vais y aller avec under. Boston a de la misère à marquer des buts avec la bonne défensive et la bonne brigade des gardiens de Montréal. Je vais y aller avec under. Moi, je vais avec under, contrairement à la dernière fois. Donc, Kim, je pense que ça va être du mauvais bord encore cette fois-ci. Boston a la pire attaque de la Ligue. Montréal a la meilleure défensive de la Ligue. Je pense pas qu'il va se marquer beaucoup de buts dans ce match-là. J'ai une statistique pour vous que j'ai trouvée super intéressante, que je lisais ce matin. En 2024, donc ça inclut également les matchs de la première saison, il y a 55 parties sur 104 qui se sont décidées par un seul but. Et le score le plus populaire ou le plus commun, ça a été 2-1. C'est arrivé 20 fois. Puis 3-2, c'est le deuxième, c'est arrivé 19 fois. Quand même, hein? Et ça, Kim, si tu n'as pas fait le calcul, c'est 2 scores qui sont en bas de 5.5. Mais... je suis capable de faire 2 plus 1. Est-ce que je peux changer? Non, moi, je vais avec over quand même, parce que ça se peut que ça soit 6-0, là. Tu comprends? On sait pas. Ben, tu sais, si réellement il y a beaucoup de punitions et l'avantage numérique de Boston se met en marche,
On a bien beau avoir un bon piqué à Montréal, mais si Boston sont capables de marquer sur leur avantage, je pense que ça va être un jeu d'avantage numérique, désavantage, si toutefois il y a plus que 5,5. Oui, ça va dépendre aussi de voir à quel point Boston être sur la route comme ça va. Exact. Ça va Puis ils ont joué hier. Ils ont joué hier. Si on fait un parallèle avec la LNH 2 secondes, le Canadien a eu un bon séjour à l'étranger durant le temps des fêtes, mais ça n'arrive pas tout le temps que tu es capable de gagner 3 gros matchs comme ça à l'étranger. Donc, Boston, on va voir aussi. Je fais une parenthèse avant d'y aller avec la prochaine prédiction. Marie-Philippe Poulin a 3 points à date cette année. Là. Je vais pas me C'est ça, faire 2 buts, une passe. C'est quoi? 2 buts de passe. J'avais dit 2 points tantôt. Je voulais pas me faire lancer de tomate par personne en ligne. Qui va marquer dans le match? Anso. Vas-y donc, Pat. Là, vous me mettez on the spot de même. Ben oui. Hey, c'est moi l'animateur. Anso. Hey. Je vais y aller. Je suis en désavantage. Je suis en désavantage numérique. Vous avez raison, je vais y aller. Non, je vais y aller, moi, avec... je vais y aller avec Abby Boreen. Ah, c'est un bon choix. Moi, je pense qu'Abby Boreen, c'est la meilleure pointeuse de l'équipe. Elle a 4 points à égalité avec Claire Dalton, ce que j'aurais jamais pensé en début de saison. Mais elle connaît vraiment un bon début de saison, puis je pense que elle va marquer dimanche contre Boston. Kim, vas-y donc. Moi, je vais avec Knight. Elle a un bon début de saison. Puis, comme Anso a dit, si l'avantage numérique peut déclencher de leur côté, ben ils ont un bon, là, mais s'ils sont capables de scorer, Knight, elle peut faire des dégâts de ce côté-là. Oui, puis il y a Anso? quand même un but contre Montréal le dernier match. Elle a trouvé un peu C'était beau, hein, son but? À Montréal? Il y avait eu une séquence que c'était arrivé exactement. Il y avait eu une passe transversale. Elle a essayé de le faire dévier du revers. Elle a manqué le filet, je pense, pour André l'arrêter. Puis la deuxième fois, c'est exactement la même séquence. Puis elle a réussi à marquer. C'était très beau. Mais là, United, c'est un très bon choix. Je suis un peu triste qu'il ait déjà prise. Mais je vais prendre Tapani. Je me dis, si elle est capable de marquer 2 buts en 1 minute, elle doit être capable d'en marquer 1 en 60. Là. Beaucoup d'espoir envers Montréal dans ce match-là, les filles. Qui va gagner, par contre? C'est juste qui va marquer. C'est pas qui va gagner. Bon. Moi, j'y vais avec une victoire de Montréal. Il n'y aura pas de blanchissage, en tout cas. Blanchissage. Mais non, j'y vais avec une victoire de Montréal. Ils sont sur une belle lancée, comme on l'a mentionné. Ils ont 4 victoires consécutives. Boston a été énormément sur la route. C'est pas leur avantage. Ils ont joué jeudi soir. Encore sous du voyagement. C'est pas une équipe qui va super bien en date d'aujourd'hui. Donc, je vais aller avec une victoire de Montréal. Kim? Même chose pour moi. On a trop un bon début de saison. Là. Je vais y aller avec Montréal, moi aussi. Mais j'apporte un bémol. Le danger de faire des prédictions avec une équipe qui a une série de victoires, c'est qu'à un moment donné, cette série-là va arrêter. Ça, on ne sait jamais quand. On ne sait juste jamais quand. Est-ce que contre Boston... Ça sera pas dimanche. Ben, c'est ça. Est-ce que contre Boston, il y a des bonnes chances que la séquence continue? Si je regarde le reste du calendrier, on part de Seattle, on s'en va ensuite à Vancouver pour jouer contre Toronto. Ça va être mercredi. On a quand même plusieurs jours de congé entre les matchs. On joue dimanche, on joue mercredi, on joue dimanche. Du voyagement, oui, mais au moins, on reste. Et Seattle, Vancouver, c'est un à côté de l'autre. C'est Montréal, Québec. Donc, c'est quand même pas si pire. Ensuite, on revient vers l'Est avec Denver pour ensuite revenir. Puis, on a quasiment 5 jours avant le match suivant à Montréal. Donc, je pense que c'est quand même un calendrier qui avantage la victoire. Et jouer contre Boston, ben effectivement, là, je pense que c'est peut-être une prédiction qui a du bon sens. Si vous nous écoutez, ben allez-y de vos prédictions également, chers auditeurs et auditrices. Est-ce qu'il y aura plus que 5,5 buts? Qui va marquer dans le match? Et évidemment, qui va gagner? On termine rapidement, les filles, avec évidemment un petit segment sur les Québécoises. Le RSEQ n'a pas encore repris ses activités. Puis je voulais, la dernière fois, on a parlé d'Amy Fecteau. Du côté de New York, on a parlé également de Jade-Dany Landry. Ben, il y a une autre Québécoise à New York, on en parle souvent de cette French Connection-là. Elle s'appelle Élisabeth Giguère. À quoi on peut s'attendre d'Élisabeth Giguère cette saison à New York, à sa 2e saison là, du côté des Sirènes? Anso?
Ben, c'est sûr que là, j'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu là, au niveau de. Ils ont sensiblement trouvé une bonne connexion entre Fillier et Carpenter. Là, on regarde Giguère. Tu sais, l'année passée, elle avait fait en 24 parties 3 buts, une passe. Elle avait seulement 4 points. Et en date d'aujourd'hui, en 6 matchs, elle a 2 points. Un but, une passe. Donc là, on se retrouve avec un duo de Fillier-Carpenter. On a Abby Rock qui est sur le deuxième trio. Il y a eu quand même, tu sais, Saulnier qui était blessé. Mais j'ai l'impression qu'on manque un peu une certaine profondeur dans le top 6 de New York. Est-ce que Giguère est cette personne-là qui est capable de bien rentrer à cette position-là? Je le sais pas. Actuellement, on la voit, tu sais, elle joue des fois avec Jade, elle joue des fois avec Rock. Je trouve qu'il y a beaucoup de chevauchements. J'ai l'impression qu'on va pas trouver leur identité à dire, OK, ça, c'est vraiment notre trio, peu importe, appelez-le numéro 1, 2, 3 ou 4, ou, tu sais, c'est pas ça l'important, là, mais j'ai de la difficulté à saisir vraiment dans l'alignement qui est responsable de quoi. Puis, tu sais, Giguère, c'est quelqu'un qui a produit énormément de points quand il était à l'université, que même quand il jouait avec Boston dans la PHF. Dans la PHF, exactement, qu'elle avait quand même beaucoup de succès aussi, mais elle jouait sur les 2 premiers trios. Donc, à quel point qu'elle va être capable de s'adapter à un rôle peut-être un peu plus défensif, puis être capable de contribuer. Parce que c'est vraiment ce que je me questionne, tu sais. Est-ce qu'on va être capable de voir en elle une production offensive si elle joue sur un 3e ou 4e trio, ou est-ce qu'elle va être sur une 2e ligne? Tu sais, moi, c'est ça, là. C'est pas clair parce que je sais pas exactement ce qu'on va avoir de elle parce que je vois pas encore. On pourra peut-être reposer la question, mais pour ma part, on dirait que c'est un peu flou. Ouais, moi aussi, c'est comme pas clair. Mais quand elle jouait pour Boston, là, quand on jouait contre elle avec la force, elle était avec Gable, là, non? Elle jouait sur le même trio que Gable. Puis, tu sais, ils ont eu beaucoup de succès. Fait que j'ai l'impression que un peu comme Jade, tu sais, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour aller dans un coin, pour aller chercher la rondelle, pour te faire la passe. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a besoin. Je pense pas que, tu sais, sa force est vraiment la défensive. Tu sais, c'est plus une fille qui est une attaquante, qui va marquer des buts, qui va faire des passes. Fait que j'ai l'impression que si elle devient qu'un rôle défensif, ça va être plus difficile pour elle. Premièrement, sûrement d'accepter, puis aussi de changer ton style de jeu, là. C'est sûr que c'est pas évident. Quand t'as jamais été bonne, ben je dis pas jamais, là, mais tu sais que c'est pas ta force à la défensive, puis là, tu deviens un rôle de 3e trio, 4e trio, que ton but, c'est de sortir la rondelle, amener du physique, amener l'énergie, puis tu vas changer pour que tes premiers trios rembarquent pour aller chercher du momentum pour aller attaquer, tu sais. Fait que c'est un peu ça, moi aussi, je suis pas sûre, mais il va falloir trouver un duo, un trio qui fonctionne avec elle pour l'aider côté offensif. J'ai comme l'impression qu'elle est placée sur le mauvais trio pour... je suis d'accord avec vous, pour justement qu'elle performe à son plein potentiel. Sur le 3e, avec Gabby Rosenthal puis Ellie Hart, c'est peut-être pas sa place. Ça serait soit le 2e ou, à ce compte-là, mettez-la sur le 4e trio avec Jade puis avec Amy, embarquée dans la French Connection au complet. Puis un 4e trio, des fois, c'est le genre de trio qui a une mission un peu différent. Le 3e trio va être plus défensif, mais le 4e trio, des fois, c'est là que tu voudrais avoir un but, qui va venir changer la game. Ils vont jouer moins de minutes, mais tu veux cette contribution-là de ton 4e trio. Puis je pense que ça pourrait peut-être être un trio intéressant à avoir avec Amy à gauche, Jade au centre, puis Elisabeth à droite. Mais pas power line, mais une ligne d'énergie, là. Oui, exact. Puis ils sont capables de scorer les 3, tu sais. Ben, les 3 sont capables de Les 3 sont capables de scorer. Tu as Amy qui est défensivement responsable dans sa zone lorsqu'elle est sur la glace. Donc, tu as quand même un bon mix où ben, tu te feras peut-être pas marquer un but si ce trio-là joue 8-9 minutes par match, mais tu as peut-être une chance qu'il t'en marque 1 ou 2 des fois par game ou 1 par 2 games, où là, ça va faire un but qui va être une différence, mais ils vont t'amener quelque chose, ils vont t'amener une énergie, ils vont t'amener une drive. J'ai l'impression que c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir jouer un peu. J'ai hâte de voir justement le prochain match de New York, voir comment est-ce qu'on va traiter les trios. On termine avec Catherine Daou
qui, depuis notre dernier podcast, a signé un contrat régulier suite à la blessure d'Amanda Boulier. Est-ce qu'on risque d'avoir un uniforme avec, entre autres, la suspension de Catherine Dubois? Je dis la suspension. Oui, elle a été... je me trompe-tu, là, ou j'invente des Mais ça affaires? a-tu sorti? Je sais pas. Ben là, c'est sûr qu'elle a eu un 5 minutes. J'ai entendu un match, ça se peut-tu? C'est un match automatique, là. Ça se peut-tu? Je pense que c'est un match automatique, mais là, vous voyez, je le dis, puis je me remets en doute moi-même, mais dans tous les cas, on a signé Catherine Daoust. Elle n'a pas encore joué. Est-ce que vous voyez un scénario dans lequel Daoust va s'amener dans l'alignement ou vous pensez qu'on va continuer à jouer 13 attaquantes et 6 défenseuses pour les prochains matchs du côté de Montréal? Moi, personnellement, j'espère que Kat, elle va être habillée, là. C'est une amie personnelle, fait que j'y souhaite, puis je suis vraiment contente pour son contrat. Mais je vois pas. Pour l'instant, je pense pas qu'elle va être habillée pour habiller une 7e def. Puis si elle est habillée, c'est un peu plate parce que sûrement qu'elle jouera même pas une minute. Fait que tant qu'à ça, t'es mieux d'être dans les estrades, puis avec le groupe des joueurs, puis t'as pas, le petit côté, je vais peut-être avoir une petite chance d'embarquer ou. Fait que t'es toujours comme. En fait, ta préparation est la même qu'une fille qui joue 15 minutes, on s'entend, là. Parce que tu dois faire ta sieste, tu dois bien manger, tu fais de la même préparation mentale pour jouer le match, mais en réalité, t'en joues pas une minute. Fait que c'est un peu plate. T'es comme déçu en bout de ligne. Fait que, je sais pas c'est quoi qu'elle souhaite réellement, mais je pense pas qu'ils vont habiller 7 défenses. Ils vont garder 13 attaquantes peut-être ou ainsi de suite, là, mais je pense pas que ça va être tout de suite. Peut-être s'il y a une autre blessure, elle va avoir cette chance-là. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont signé en prévention. Là. C'est très bizarre. Ma note date d'hier que Catherine était suspendue. Ça a été annoncé il y a moins d'1 heure. T'es visionnaire ou quoi? Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas ce qui s'est passé là. De 2024 à 2025? J'ai pris pour acquis, je pense que j'ai juste pris pour acquis qu'elle serait suspendue parce que pour moi, son hit était très similaire à celui de Boulier avait reçu. Et on avait suspendu la joueuse de Toronto pour un match. Donc, je m'étais dit, d'après moi, Kat Dubois va aussi être suspendue pour un match. Et ça a été confirmé il y a moins d'1 heure par la Ligue. Donc, elle ne sera pas là dimanche contre Boston. Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire, Kim. Moi aussi. Anso, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi vraiment? Parce qu'on parle beaucoup de contrats réguliers versus contrats de réserve et tout ça. C'est quoi la grosse différence, mettons, pour une Catherine Daoust qui signe un contrat régulier, mais qui ne joue pas? Est-ce que la différence est vraiment juste au niveau monétaire, au niveau financier pour elle en ce moment? Oui, parce que, si c'est une. En tout cas, l'équipe de Montréal, tous les joueurs de réserve vont aux entraînements, font les pratiques. Fait que c'est sûr que les réserves, ils ne voyagent pas. Kat, probablement, va faire le voyage avec l'équipe si elle a un contrat. Donc, les gens qui ont un contrat font vraiment tout. Les gens qui sont sur la réserve restent à la maison quand il y a des matchs à l'étranger. Donc, en ce moment, je te dirais que ça serait de voyager et niveau monétaire. Ça serait les deux plus grosses différences. Puis, comme Kim a dit, c'est difficile quand t'es sur le banc, puis tu te dis, je vais-tu embarquer? Je suis là. Je vais-tu embarquer un petit 14 secondes? Puis 14 secondes, je fais référence à une attaquante qui avait joué 14 secondes dans le match l'année dernière en prolongation. En séries éliminatoires. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est difficile. Puis la gestion au niveau de 7 défenseurs, c'est pas évident non plus. Essayer de rouler un banc, de garder tout le monde impliqué, c'est pas évident. Du même titre que d'avoir 13 attaquants sur la glace, pas sur la glace en même temps, là, mais habillés, c'est pas facile parce que souvent la 13e attaquante est avec la 4e ligne. Déjà, la 4e ligne joue pas beaucoup. Donc là, une fois de temps en temps, tu amènes cette 13e attaquante-là pour essayer de donner un chiffre. Donc, d'aller chercher du momentum, c'est quand même pas évident. Fait que, est-ce que Kat serait en habit? Je ne penserais pas. Parce que la gestion va être beaucoup plus simple au niveau du banc, là, puis essayer de garder tout le monde impliqué. Je me demande, puis j'ai pas la réponse, si tu l'as en dessous, tu me le diras, mais je me demande si cette année, avec justement ce voyage-là dans l'Ouest canadien et américain, si on a décidé d'amener tout le monde.
Parce qu'on n'a pas beaucoup de joueuses de réserve là, en ce moment du côté de Montréal. Il y a qui? Il y a Gab David et il y a Kellyanne Nadeau. Ouais. Et c'est tout Ben, là, en moi, ce moment. moi, j'ai plus l'impression que si jamais il y a de quoi, ils vont flyer la personne direct parce que Ouais. est mieux rester à Montréal, pratiquer, s'entraîner parce que c'est sur la route. Tu sais, les filles, oui, ils ont sûrement du temps de glace, là, ils vont trouver du moment pour pratiquer, mais tu sais, comme exemple, Emmanuel Blais, qui est l'autre préparateur physique, Ouais. elle reste à la maison pour entraîner les filles qui sont blessées et qui sont réservistes. Fait que, tu sais, il y a quand même un encadrement pour eux ici. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont mieux de rester ici, rester à la maison, se reposer, puis faire les choses qu'il faut pour être prête quand l'équipe va revenir. Là. Ben, ça va être intéressant de voir tout ça ce dimanche. Montréal qui joue contre Boston. Premier match en terrain neutre pour Montréal cette saison. C'est déjà tout pour nous. Kim, Anso, merci beaucoup. Ça a été encore une fois de plus très plaisant. Puis là, on reprend ça. Là. Notre saison à nous est officiellement... Il y a eu une pause du temps des fêtes. On n'a pas de pause internationale. Nous autres, là, moi, nous avions un voyage à planifier. Là. Moi, j'en ai pas. Donc, il n'y a pas de pause internationale. Notre saison est officiellement commencée à Sans restriction avantage numérique. On va être là toutes les semaines pour vous parler de l'actualité, de la victoire et bien sûr de la LPHF et du hockey féminin de façon générale. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.